toutes et à tous. Déjà, merci au Conservatoire botanique de nous laisser l'occasion de présenter ce qui est fait sur le département de la Loire. Et puis pour commencer aussi, une excuse de ma part, puisque j'ai la voix bien abîmée. Donc je vais essayer d'aller doucement. Mais les causes essentielles de cette voix cassée, c'est vraiment les très bons résultats des Verts. Je ne parle pas ceux de la métropole, je ne les connais pas, mais plutôt les Verts de Geoffroy Guichard. En tant que Stéphanois, je voulais placer ça en début d'intervention. On va revenir à des choses sérieuses. Déjà, la première diapositive que voilà, qui synthétise comment on travaille avec le CBN au niveau du département depuis très longtemps, et qui a surtout pour objectif de vous faire appréhender les niveaux de partenariat qui peuvent être multiples avec le Conservatoire botanique. Donc ça a commencé, je dirais, à la fin des années 90, déjà sur les bancs de la fac, et puis ça s'est poursuivi au début des années 2000 à travers des conventions, des CPO, donc des conventions pluriannuelles d'objectifs. Donc je vais être très administratif, c'est lié à ma fonction au département de la Loire, je suis désolé, mais je vais vous parler un peu un jargon différent. Donc on avait une CPO avec le CBN sur l'attribution de subventions de fonctionnement en fonction de différents projets. C'était une ébauche d'un premier partenariat. Ça s'est traduit après par l'accompagnement du département de la Loire sur l'inventaire floristique par des mailles dont je ne connais plus la taille, mais le CBN pourra compléter, mais qui a duré de 2006 à 2010. Tout ça, pour nous, a été réintégré dans notre cadre d'intervention, qui est en fait le schéma départemental des milieux naturels. Donc, en gros, c'est la politique ENS des départements élargie, on va dire, à d'autres thématiques, dont celle, justement, sur la flore patrimoniale. Pour l'instant, on avait jusqu'à 2009, on avait plutôt une approche site ENS. On a souhaité avoir une approche espèce, donc espèce au niveau de la flore, mais aussi espèce au niveau de la faune patrimoniale. Et puis on intervient aussi sur les espèces exotiques envahissantes. Autre niveau de partenariat, ça a été la réalisation de l'ouvrage qui est en vente, je crois, sur les plantes sauvages du département du Rhône et de la Loire. Donc ça, c'est 2013, avec une participation financière conséquente du département, c'était 50 000 € à l'époque. Et puis les dernières rencontres végétales du Massif central qui avaient eu lieu en 2015 à Saint-Étienne, où là également le département avait participé. Bon, tout ça pour vous dire que ce partenariat est inscrit dans la durée, que ce programme qu'on vous présente rapidement aujourd'hui a un historique. Et en fait, on profite des 15 ans du programme et de la révision, nous, de notre schéma des milieux naturels, qui a commencé en 2023, pour faire un bilan à 15 ans, qui est donc l'objet de la présentation. Pour revenir en arrière. Voilà. Alors, cette diapositive, on vous parle un peu d'un appel à projet. Donc, vous voyez tout un panel d'acteurs concernés par ce programme. Ça peut être à la fois des associations, ça peut être également des syndicats mixtes, des parcs naturels régionaux comme celui du Livradois-Forêt. En fait, le département a mis en place un outil, comme beaucoup de collectivités, comme les agences de l'eau, comme l'État, d'appel à projet qui permet de démultiplier en fait les actions sur cette thématique. Jusqu'à 2017-2018, on travaillait uniquement avec le CBN sur ces questions-là. On a voulu démultiplier le nombre d'actions, le nombre de partenaires, ce qui fait qu'on a proposé un programme, un règlement d'appel à projet qui était ciblé en fonction d'un nombre de tactions qu'on a considéré comme prioritaires et donc sur lequel le CBN a grandement travaillé, et puis aussi sur une liste d'actions éligibles. Donc pour une collectivité, ça permet notamment d'avoir un meilleur cadrage des actions possibles en termes de subventionnement, et puis une maîtrise budgétaire, puisque c'est le nerf de la guerre, comme vous le savez toutes et tous, qui soit plus fine, puisque ces appels à projets ont une durée limitée, avec des actions qui sont ciblées dans le temps, ce qui n'était pas forcément aussi structuré avant. Donc toujours sur ce volet administratif et financier. Donc cet appel à projet a été mis en place depuis 2018. Vous voyez ici un histogramme et puis une petite représentation graphique de l'évolution du nombre de projets, qui est relativement stable.
On est souvent entre 4 à 7 projets par an. D'un point de vue financier, c'est une mobilisation de l'ordre de 100 000 € de budget des projets annuels. Et en fait, pour le département, c'est une enveloppe annuelle d'environ 60-70 000 €. Il faut savoir qu'on finance jusqu'à 80% les projets qui peuvent être retenus à chaque année à l'appel à projet. Généralement, on en sort un par an. Il y a une date de limite de dépôt des projets. Donc ça peut être des projets sur de la préservation de sites ou de stations d'espèces patrimoniales. Ça peut être de l'inventaire, de la connaissance, du suivi. Ça peut être des plans de gestion. Ça peut être aussi des travaux de restauration dans le cadre de plans de gestion. Puis ça peut être des actions un peu plus portées sur la recherche. Notamment, cet appel à projet est ouvert aux organismes de recherche type université. Et puis aussi une ouverture vers, je dirais, une des compétences du département au niveau des collèges. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que j'en ai terminé, il me semble, avec la partie administrative. Je laisse la parole à Mathieu. Merci Fabrice. Donc moi, je vais vous parler un peu plus méthodologie sur la constitution de ces listes d'espèces. Donc au démarrage du programme, il a bien fallu qu'on choisisse des espèces et on a retenu 6 critères pour ce choix. Le premier, c'est le statut d'indigénat. Donc on a uniquement retenu les taxons indigènes ou assimilés indigènes. On ne s'est pas occupé des espèces exotiques. Sur le rang taxonomique, on s'est concentré sur le rang d'espèces. Alors parfois, avec les évolutions taxonomiques, on a parfois intégré des sous-espèces. Ce qui fait un gros tri aussi, c'est le critère de rareté. Donc nous, pour notre liste, on a uniquement considéré les taxons exceptionnels ou très rares, donc selon les méthodes de calcul que vous connaissez, par maille. Le critère de régression a été utilisé, donc c'est un critère qui se base sur la raréfaction d'un taxon sur un territoire. Donc là, on a regardé un petit peu dans la littérature, dans nos données historiques et anciennes, s'il y avait des populations qui avaient disparu, et les espèces qui se cassaient un petit peu la gueule ont eu une priorité un peu plus forte. La chorologie également, donc la répartition des taxons sur le territoire, avec 2 cas principaux pour les taxons en limite d'aire de répartition, et aussi les isolats géographiques. Je pense notamment à l'homogène des Alpes pour le Massif central, dans lequel le conservatoire a une responsabilité très forte. Et enfin, le dernier critère, ce sont les statuts de protection et de menace. Donc là, on s'est aussi basé sur les statuts de protection réglementaires et les cotations liste rouge nationale et Rhône-Alpes. Donc l'utilisation de ces 6 critères, ça a permis de créer une première liste en 2009. Donc cette première liste, elle a été constituée de 29 taxons prioritaires à préserver à court terme et de 55 taxons secondaires à conserver à moyen ou long terme. Donc je vous donne juste rapidement quelques exemples de ces listes. Donc on a par exemple les 3 Adonis, Estivalis, Anoa et Flammea pour les milieux de culture. Mais on a aussi par exemple Carex bohemica pour les étangs, les Diphasiastrum holgardi et Stristachium pour les pelouses montagnardes et subalpines, l'agagé de Bohème pour les pitons basaltiques ou Cheseria palustris pour les tourbières d'altitude. Voilà. Donc c'est une grande diversité d'espèces et aussi une grande diversité de milieux. En 2018, on a révisé la liste, donc on a eu l'intégration de certains taxons, d'autres qui sont sortis, certains qui étaient prioritaires sont passés secondaires. Donc quelques exemples de nouvelles espèces qui ont intégré la liste, donc Astragalus cicère sur les costières du Rhône, Carex artmani pour les prairies humides, Trifolium angulatum pour les steppes dont Vincent vous a dit quelques mots hier. Donc ces changements, cette évolution dans la liste, elle est due à plusieurs éléments. La première, c'est évidemment l'amélioration des connaissances. Entre 2009 et 2018, on a découvert de nouvelles populations. Certaines espèces qu'on pensait finalement assez rares, on a découvert des populations assez importantes, donc elles ont pu être déclassées. On a aussi fait des découvertes sur le territoire ligérien, donc ces nouvelles espèces ont pu intégrer la liste. On en a encore découvertes récemment, donc ces espèces pourraient être éligibles à une prochaine réactualisation. Et enfin, on a eu aussi des retours d'expérience sur la première liste de 2019 où on s'est rendu compte que les actions à mettre en place étaient parfois difficiles pour certaines, plus adaptées pour d'autres, et on a pu affiner un petit peu cette liste.
Voilà pour la liste. On a décidé de vous présenter quelques actions phares du programme. On ne pourra pas tout vous présenter, mais on a fait ce choix-là de faire le focus sur certaines actions. Et la première grosse action qu'on a menée, ça concerne la caltésie à feuilles de Parnassie. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette espèce. C'est une hydrophyte de la famille des Alismatacées qui fait des feuilles flottantes en forme de cœur. Donc elle produit des fleurs blanches à 3 pétales, comme les Alismatacées, et elle a 2 modes de reproduction, une reproduction sexuée via la production de graines, mais aussi une reproduction végétative par la production de turions qu'on peut apparenter à des boutures, si vous voulez. Et donc cette espèce, on la rencontre dans la Loire, dans les végétations d'étangs, donc, soit en version aquatique, soit en version amphibie après l'exondation estivale. En Europe, elle est présente de l'Ukraine à la France. Les populations françaises sont connues de la Brenne, en Haute-Saône et dans les Vosges, quelques populations aussi en Haute-Vienne. Dans la Loire, il y a 7 populations qui sont connues, donc 7 étangs qui sont concernés. Et pour ceux qui connaissent, on est sur ce qu'on appelle nous la plaque de Poncin, donc c'est dans la plaine du Forêt, pas très loin de Feurs. Évidemment, l'espèce, elle est très bien protégée, elle est inscrite à la directive Habitat, protégée nationale, et cotation liste rouge et nationale, donc quasiment menacée et en danger critique d'extinction. Et il faut savoir que dans la Loire, on héberge sans doute les plus belles populations de France, avec les meilleures années, parfois des dizaines de milliers d'individus recensés sur les étangs. Donc c'est assez exceptionnel, mais on a aussi une forte responsabilité vis-à-vis de la conservation de cette espèce. Et elle est évidemment inscrite dans le programme en tant qu'espèce prioritaire. Donc depuis 2009, il y a un suivi annuel qui est mis en place pour cette espèce. Donc avec le concours du département de la Loire, tous les ans on va faire le suivi. Je vous ai mis 2 petits graphiques donc sur 2 étangs différents. Et comme vous pouvez le remarquer, on a des variations interannuelles qui peuvent être assez fortes. Avec des très bonnes années, les années pluvieuses sont plutôt bonnes. L'année 2021 où il y avait pas mal plu, c'était une très bonne année pour la caltésie. A l'inverse, on a des années où on la retrouve quasiment pas ou très peu. Ça s'explique par plusieurs éléments. Sur les étangs forésiens, il y a les régimes d'assec qui sont pratiqués donc pour renouveler un peu le milieu. Donc après la pêche, généralement tous les 3, 4, 5 ans, il y a un régime d'assec qui est mis en place. Et ce n'est pas toujours favorable à la caltésie, mais généralement elle ressort. Donc c'est des mauvaises années pour la caltésie, mais ça permet de régénérer le milieu. Et généralement, les années post-assec, ce sont des très bonnes années. La météo est aussi importante. Là, ça fait plusieurs années sèches où on se rend compte qu'en fait, 2022-2023, c'était pas forcément les très bonnes années pour la caltésie. Et ce qui joue aussi sur les populations de caltésie, c'est évidemment l'entretien des étangs, la gestion de l'étanchéité, la réfection des digues, la régulation des ragondins et des rats musqués qui viennent un petit peu trouer tout ça. C'est hyper important et il faut impliquer les pisciculteurs de la plaine pour qu'ils conservent des étangs en bon état de conservation. En plus de ce suivi annuel, on a mis en place un peu plus récemment une conservation ex situ. Donc on a récolté des graines, on a récolté des turions, on a récolté aussi des vases sur les étangs et on a essayé de faire pousser ça dans notre laboratoire à Chavagnac-Lafayette. Donc ça marche, on arrive à faire germer les graines, on arrive à faire pousser les turions. Les vases, la banque de graines des vases s'exprime également. C'est pas facile, les taux de germination ne sont pas extraordinaires, mais on y arrive. On a quand même une difficulté, on n'arrive pas à faire faire à l'espèce son cycle complet. Donc généralement, elle fait quelques feuilles et puis on n'arrive pas à la maintenir sur tout son cycle. Donc ça, c'est des travaux qu'on va continuer ces prochaines années. Après la conservation ex situ, on essaie aussi d'agir directement sur le terrain, sur les étangs, avec les propriétaires, où là, le département de la Loire mène aussi un autre programme qui s'appelle le programme Étangs de la Loire. Donc c'est un programme sous forme de conventionnement avec les propriétaires, où les propriétaires s'engagent à respecter un cahier des charges des bonnes pratiques sur leurs étangs. Donc je crois que c'est sur l'empoisonnement, la réfection des digues. En contrepartie, le département apporte un soutien financier pour des travaux d'entretien sur les ouvrages de pêcherie, etc.
Et les propriétaires, s'ils conventionnent avec le département, nous autorisent aussi à aller sur le terrain pour faire des relevés et aussi pour essayer de maintenir les milieux dans un bon état de conservation. Donc voilà, on a plusieurs volets pour la Calaisie, du suivi, de la conservation ex situ et de la conservation in situ. Et je laisse la parole à Fabrice. Alors, un deuxième exemple qu'on voulait vous présenter, ça va être relativement court, c'est un travail sur Epipodium aphyllum, donc l'épipogron sans feuilles, qui est récent puisque ça a été engagé avec la SFO Rhône-Alpes en 2023. En fait, juste pour vous resituer, cette espèce qui est liée aux forêts parfois anciennes, je sais, il me semble aussi que c'est dans certaines hêtraies, parfois l'épipogron, sapinière, hêtraie. En fait, on a une seule station au niveau du département de la Loire qui est dans une très vieille sapinière mature et naturelle, avec un sous-bois très moussu, relativement humide. Donc on est sur les communes de Chalmazel-Sauvin. Et en fait, cette espèce dont c'est l'unique station départementale, est protégée au niveau national. Elle est connue depuis 2004. Elle a été découverte en 2004, enfin redécouverte puisqu'elle avait été citée par Antoine Legrand dans sa statistique des botaniques du Forêt à la fin du 19e siècle. Bref, cette station, depuis qu'elle a été redécouverte, elle est suivie de manière, on va dire, régulière, une fois par an, ou parfois... Enfin, voilà, il n'y avait pas de structuration du suivi, en tout cas. Il y avait des suivis qui pouvaient être faits parfois par le CBN, parfois par des botanistes amateurs, parfois par le Conservatoire d'espaces naturels. On n'avait pas structuré d'action propre à cette espèce. Et le partenariat qui a été engagé avec la SFO Rhône-Alpes en 2023 a permis de dégager du temps, des moyens pour aller suivre cette espèce et puis la rechercher dans d'autres localités. C'était un peu là où je voulais en venir. En fait, l'habitude de suivi qui s'était prise depuis 20 ans, depuis 2004, c'était d'y aller tout le temps aux alentours du 15 août, qui était le moment où elle avait été découverte, tout le temps sur les mêmes stations, micro-stations. Ça concernait un linéaire, je crois, d'à peu près 300 mètres linéaires le long d'un petit cours d'eau. On était sur 60 à 100 hampes florales qui étaient comptées par an, mais on ne s'était jamais autorisé à passer peut-être beaucoup plus tôt en saison, ce que la SFO a fait, puisque eux, ils sont passés tous les 15 jours, tous les 10 jours, depuis début juillet jusqu'à fin août. Et le travail qui a été réalisé a permis de démultiplier en fait le nombre de micro-localités de la plante. Donc il y a eu des repérages au GPS, il y a eu des petits piquets qui ont été installés temporairement, puisqu'on est sur des forêts privées, pour repérer les différentes microstations. Et donc le bilan qui a été réalisé par la SFO fin 2023, je crois qu'on est à 450, 500 florales, j'ai plus le nombre exact. Mais bref, vous voyez sur ce graphique l'évolution du nombre de hampes florales. Donc, pour nous, c'est toujours l'idée d'un travail en partenariat entre différentes structures sur ces appels à projets. C'est bien d'améliorer la connaissance, c'est bien de voir que cette espèce est finalement un peu plus présente que ce que l'on pensait. Mais le repérage qui a été fait par la SFO nous permet à nous, départements derrière, d'assurer une animation foncière. On a contacté les propriétaires concernés par ces stations cet hiver. Et selon, je dirais, l'accueil qui nous est réservé sur cette animation foncière, on a bon espoir là d'acheter 2 nouvelles parcelles de forêt. On était déjà propriétaire des stations qui avaient été découvertes en partie en 2004, puisqu'on avait fait une animation foncière spécifique sur ces parcelles. Et là, normalement, on devrait racheter 3,5 hectares de forêt naturelle. Alors l'objectif, justement, c'est de les maintenir naturelles, de ne pas intervenir, de laisser ces forêts en libre évolution et bien entendu de poursuivre le suivi de cette espèce, puisque la SFO, qui a redéposé un projet cette année, va installer un matériel scientifique un peu plus complet, avec des suivis de niveau hydro, de température, et on va s'inscrire dans un protocole national d'action que je ne connais pas encore, mais qui est porté apparemment par l'ONF. Donc voilà pour vous dire un peu comme quoi, même quand on croit pas mal connaître, excusez-moi, c'est toujours bien de retourner sur le terrain et il y a toujours espoir d'améliorer les connaissances. Et je vais laisser Mathieu sur le le 3e exemple d'action du programme.
Merci Fabrice. Et du coup, moi je vais vous présenter un dernier exemple de ce qui peut être fait dans le cadre de cet appel à projet. Alors c'est pas du tout exhaustif, mais on va changer un peu de milieu, on va aller sur les secteurs de culture. Donc on a une autre action donc sur les messicoles remarquables de la plaine du Forêt. Donc, comme vous le savez peut-être, les messicoles sont des espèces liées aux cultures de céréales à paille d'hiver principalement. Et dans la Loire, on a une particularité géologique qui a été évoquée hier, c'est le secteur des Chaninas, donc un secteur marno-calcaire, moins acide que les Varennes qui constituent principalement la plaine du Forêt. Donc on a des espèces assez intéressantes, je les ai citées tout à l'heure, les Adonis, mais aussi la Dauphinelle royale ou le Gallium tricornutum par exemple, pour les citer. Donc ça a été mis en place en 2019, on a mis en place un suivi, donc un suivi qu'on réalise tous les 2 ans. Ce suivi, en fait, on a repéré les parcelles riches en messicoles remarquables, on les a sélectionnées, et sur ces parcelles, comme vous le voyez sur la photo de droite, en fait, on tire aléatoirement des points qui vont représenter des quadrats d'1 mètre carré de suivi. On va sur le terrain, on les repère et on vient poser notre quadrat sur le schéma de gauche, donc à la limite entre les premiers rangs de culture et l'interface. Donc 50-50 de chaque côté. Et dans ces quadrats, on va évidemment relever le nombre de pieds de messicoles remarquables, mais on va aussi regarder quel est le type de culture, bien évidemment, quelle est la densité de semis, le recouvrement cultural, le recouvrement des adventices, quelle est la largeur de l'interface, pour essayer de corréler un petit peu, essayer de trouver des pistes sur pourquoi on a plus de messicoles dans certains cas et moins dans d'autres. Donc ça représente beaucoup de points, à peu près 800, 850, donc il ne faut pas traîner sur le terrain, mais ça nous permet d'avoir un jeu de données suffisamment important pour avoir des résultats statistiques un peu plus robustes. Donc le suivi a été mis en place en 2019, donc en 2023 c'était la 3e année. On a quelques tendances qui commencent à se dégager, mais on n'a pas encore de résultats. Il faut continuer le suivi pour avoir des résultats un peu plus précis. En parallèle de ça, il y a le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes qui, en 2014, a mené une enquête sur ces secteurs, sur les pratiques agronomiques qui étaient menées sur ces chaninas. Donc c'était une enquête à destination des exploitants agricoles où on leur posait la question de le type de sol de parcelle, dans quel type de rotation de culture ça s'inscrivait, quel type de semences était utilisé, comment était façonné le travail du sol sur les semis, etc. Les fertilisations qui étaient produites, l'utilisation de produits phytosanitaires, mais aussi la perception qu'ils avaient des adventices ou des espèces messicoles. Et tout récemment, en fin 2023, début 2024, on a, dans le cadre du PAEC Plaine du Forêt, proposé pour la MAEC Couvert d'intérêt faunistique et floristique création de prairies, on a proposé une alternative pour la Plaine du Forêt, où on propose en fait aux exploitants de mettre en place une culture annuelle qu'on appelle particulièrement favorable à l'expression des messicoles. Donc là, l'idée, c'est qu'ils viennent mettre en place un couvert de céréales à paille d'hiver, donc ça peut être du blé, du triticale, du seigle, etc., sur une bande de 6 à 12 mètres en bordure des parcelles. Sur cette bande, ils n'ont pas autorisation d'intervenir mécaniquement entre la fin du semis et la récolte. Ils n'ont pas non plus la possibilité d'amender ces parcelles, ni d'utiliser de produits phytosanitaires. Donc ça va être mis en place au printemps. Et en fait, on espère que plutôt que de venir mettre un couvert qui vient de semis ou de prairies sources ou de semis en végétal local, on va laisser la banque de graines s'exprimer et voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est une piste d'amélioration pour essayer de développer un petit peu la croissance de ces messicoles remarquables. Un dernier petit mot, je n'ai pas fait de diapo, mais je voulais remercier évidemment le département qui nous accompagne dans le cadre de cet appel à projet, aussi les partenaires qui participent à cet appel à projet, qui le font vivre, et un dernier mot aussi également pour le réseau des botanistes amateurs de la Loire, qui contribue largement à l'amélioration des connaissances et sur qui on peut bien compter dans la Loire. Merci.